Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de traiter un exercice qui consiste à montrer que E est transcendant, c'est-à-dire que E ne peut pas être racine d'un polynôme à coefficient dans Q. Donc c'est un exo qui est tombé à XENS à l'oral et c'est peut-être l'un des exos les plus durs que j'aurais corrigé sur cette chaîne. Donc on va prendre connaissance de l'énoncé, on commence avec un polynôme à coefficient réel de degré m, on considère une intégrale et il faut montrer que l'intégrale prend une autre forme. On considère ensuite n plus 1 un entier naturel dont le premier est non nul. On considère Q un certain polynôme dont on suppose que E est racine. Et on considère un autre polynôme P et J, donc la somme des QK IK. Il faut montrer que J est un entier naturel, que P-1 factoriel divise J et que si on prend P premier suffisamment grand, J est non nul. Et enfin, il faut montrer qu'il existe une certaine constante, telle que pour tout P en valeur absolue J inférieur ou égal à C puissance P, trouver une minoration de la valeur absolue de J, enfin conclure que E est transcendant. Donc je vais passer à la correction, essayez de chercher l'exo par vous-même, mais sinon je vais passer à la correction. Ah, donc on va corriger la première question. Donc en fait, ce qu'il faut faire naturellement, c'est faire une intégration par partie sur l'intégrale qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire cette intégrale-là. On sent qu'on va faire une intégration par partie pour récupérer des dérivés de P évalués en 0 et en T, puisque les bornes de l'intégrale, c'est 0 et T. Donc moi, je donne juste le résultat formalisé, puisque après, on va se rendre compte qu'on va montrer ça par récurrence. Pour tout n dans n étoile, on va montrer cette propriété-là. Donc l'initialisation est la suivante, on fait une première IPP, une première intégration par partie, il faut justifier que les fonctions sont C1 avant de faire l'intégration par partie, et donc on trouve ce résultat-là où on a évidemment dérivé le polynôme et primitivé l'intégrale, et donc on récupère au final dans le crochet, on récupère moins P de T plus exponentielle de T P0, avec un plus ici qui provient du coup du moins de l'intégrale moins le moins de l'exponentielle. Donc on récupère la propriété, donc l'intégration par partie au rang n égale 1. Et maintenant on fixe donc n tel que le résultat soit vrai, on va montrer l'hérédité, donc on montre que c'est vrai au rang n plus 1. Donc par hypothèse de récurrence, on a ce résultat-là, et il faut intégrer par partie évidemment l'intégrale, de sorte à avoir ce résultat-là où il suffit après de calculer le crochet et donc d'obtenir ce résultat-là qui est assez simple. En fait, c'est les bornes supérieures qui ont changé dans les sommes. Et donc au final, on a récupéré l'hérédité. Et donc I de t, c'est ce résultat-là au final. Et donc maintenant, il faut remarquer que en particulier, si on prend n égale à m, en fait, on veut virer l'intégrale. Donc si on prend n égale m, la dérivée d'ordre du coup m plus 1 de p, ça disparaît, vu que p est de degré m. Donc l'intégrale va disparaître et donc au final on va avoir le résultat que l'on voulait. Maintenant, deuxième question, on considère J la somme des QK IK, donc évidemment on a prouvé un résultat sur les I de K à la question précédente, donc on remplace naïvement I de K dans la définition, donc on va avoir des doubles sommes, on développe et on peut permuter les sommes parce que les deux sommes sont finies, et en particulier on récupère un QK fois exponentielle K, une somme des QK exponentielle K, et ça c'est exactement le fait que Q de E égale 0, en fait la somme des QK, EK, exponentielle K, c'est Q évalué en E, et on a supposé que E était racine de Q, donc Q de E égale 0. Donc il va rester juste la deuxième somme, donc il va juste rester cette somme-là, et donc après en sortant le QK de la première somme, il va rester ce résultat-là. Et maintenant il va falloir justifier que J est un entier naturel, il suffit pour ça, vu qu'on a une somme de QK et les QK sont des entiers naturels, il suffit juste de justifier que la dérivée JM de P évaluée en K est un entier naturel pour tout, donc J et K dans N. Donc le polynôme P, il est à coefficient entier, donc ses dérivées successives sont aussi ont aussi des coefficients entiers. Et maintenant, si on évalue ce polynôme à coefficient entier en un entier, eh bien, on aura toujours un entier. Donc les dérivées JM de P évaluées en K sont des entiers naturels, et donc par somme et produit d'entiers, on a que J est un entier naturel.
Maintenant, on va montrer que du coup, P-1 factoriel divise J. Et pour ça, on va regarder le facteur P, donc la dérivée par rapport à J, la dérivée d'ordre J de P évaluée en K. Et donc, on va séparer le cas où K égale 0 et le cas où K est supérieur ou égal à 1. Donc, si K égale 0, nous, on veut récupérer un P-1 factoriel, donc on a intérêt à isoler le facteur x puissance P-1. Donc on va écrire P de x égale x puissance P-1 fois Q tilde de x, ou Q tilde de x, c'est le produit des x moins L puissance P, donc c'est x moins 1 à la puissance P, x moins 2 à la puissance P, etc. jusqu'à x moins n à la puissance P. Bon, maintenant on veut dériver ce polynôme-là, et donc pour ça on a la formule de Leibniz, mais sinon on peut de manière un peu plus, comment dire, de manière plus large, c'est-à-dire sans faire le calcul, justifier du résultat qu'on va trouver, les termes qui vont apporter une contribution non nulle dans la dérivée d'ordre i de p évaluée en 0, ça va être les termes où on aura dérivé p-1 fois x puissance p-1. Pourquoi? Parce que si on dérive moins de p-1 fois strictement p, et qu'on l'évalue en 0, il va rester un monôme à une puissance non nulle évaluée en 0, donc ça va faire un 0. Et si après, par contre, on dérive plus strictement de fois p que p-1, va y avoir donc un facteur où on va avoir où en fait on va diviser, on aura dérivé plus de fois que le degré, donc ça va faire apparaître un 0. Donc au final il y a juste un terme qui va rester, c'est celui où on aura dérivé p-1 fois x puissance p-1. Or dériver x puissance p-1 une fois, ça fait apparaître p-1 factoriel, et donc la dérivée IM de P évalué en 0, c'est divisible par P-1 factoriel. Et donc, on en déduit que la somme pour J allant de 0 jusqu'à M des P de J évalués en 0, c'est divisible toujours par P-1 factoriel. On va faire la même chose, du coup, la somme de cette même somme, mais où K se balade entre 1 et N. Donc, on fixe K supérieur ou égal à 1. Et donc, cette fois-ci, on va isoler évidemment le terme x moins K à la puissance P, pour effectivement récupérer que c'est divisible par p factoriel, par le même argument. Et p factoriel, c'est un multiple de p-1 factoriel, donc la dérivée d'ordre j de p évaluée en k, elle est a fortiori divisible par p-1 factoriel, et donc il en va de même pour cette somme des p, la somme des p jk où k est plus grand que 1. Et donc en fait on a montré que chacun des termes, si k égale 0, cette somme-là elle est divisible par p-1 factoriel, et si maintenant k est plus grand que 1, toujours cette somme-là elle est divisible par p-1 factoriel. Donc p-1 factoriel divise j. Et donc maintenant on veut montrer que j est non nul, et pour ça en fait si j était nul, j serait aussi divisible par p factoriel. Donc on va montrer que j n'est pas divisible par p factoriel pour montrer que j est forcément non nul. Pour ça, on va reprendre l'écriture p de x égale x puissance p-1 q tilde de x, où q tilde de x c'est toujours le produit des x moins l à la puissance p, c'est-à-dire le produit des x moins l, le tout à la puissance p. Et donc si on dérive au moins une fois q tilde et qu'on l'évalue en 0, c'est divisible par p, puisque on va faire sortir à chaque fois un facteur p de chacun des membres de chacun des polynômes, ou alors avec cette expression-là, on va faire sortir un p et on aura un autre polynôme. Donc les q tilde i évalués en 0, ils sont divisibles par p. De ça, on en déduit que si i est supérieur ou égal à p, la dérivée donc la dérivée d'ordre i de p évaluée en 0, elle est divisible par p factoriel. Pourquoi? Parce que si on dérive plus, donc au moins autant de fois que p, p de x, on va avoir du p-1 factoriel qui va sortir ici, donc on aura dérivé, il va rester juste le terme, on aura dérivé p-1 fois ce terme là, donc il va rester du p-1 factoriel, et par ailleurs il nous reste aussi une possibilité de dériver q tilde de x une fois, donc on aura un p qui va sortir, et donc on a que c'est divisible par p factoriel. Donc si vous ne le voyez pas, vous pouvez développer le binôme de Newton et essayer de vous en convaincre, le théorème de Leibniz, et vous en convaincre. Donc au final,
Donc la dérivée IM de P évaluée en 0 est divisible par P factoriel. Donc maintenant, si on dérive P exactement P moins une fois et qu'on l'évalue en 0, eh bien on va avoir du coup P moins 1 factoriel qui va sortir grâce à ce terme-là, et on aura Q tilde évalué en 0. Et ça fait exactement moins 1 puissance NP, N factoriel puissance P, donc en factorisant par moins 1 puissance P, et après en faisant... enfin bref, on factorise tout à l'intérieur de la puissance P, et donc ça fait ce terme-là. Et par contre, si on dérive moins de fois que P-1, ben, on va toujours avoir des monomes. Ici, on aura des dérivés d'ordre inférieur strictement à P-1, et donc quand on va évaluer en 0, il y aura toujours un 0. Donc au final, il va juste rester, donc dans la somme, à chaque fois on aura des zéros, ou alors des termes qui sont divisibles par P factoriel, sauf le terme d'ordre P-1, donc la dérivée d'ordre P-1 évaluée en 0. Ça, elle n'est pas divisible par P factoriel, elle est d'ordre P-1, enfin, elle est divisible par P-1 factoriel. Et donc on a que modulo P factoriel, on a P-1 factoriel, donc fois moins 1 puissance NP, N factoriel puissance P. Et donc maintenant on va sommer. J c'est quoi? Ça va être du coup par définition moins Q0 fois la somme du coup des PJ K. Moins, donc on a sorti le terme K égale 0, moins la somme du coup des K, donc des QK, PJ de K. Mais quand K est supérieur ou égal à 1, PJ de K il est divisible par P factoriel, c'est ce qu'on a prouvé à la question précédente. Donc au final il va juste rester le terme moins Q0, P moins 1 factoriel, moins 1 puissance NP, N factoriel à la puissance P, donc évidemment modulo P factoriel. Donc par hypothèse Q0 est non nul, donc si si on prend P premier qui est supérieur à Q0 et à N, eh bien P va diviser ni Q0 ni N factoriel, donc P factoriel ne va diviser aucun des facteurs de J. P factoriel ne risque pas de diviser P moins 1 factoriel, il y a moins 1 puissance NP. Donc les deux termes qui peuvent poser problème, c'est Q0 et N factoriel puissance P. Donc de là, on en déduit que J est non nul, et donc ça montre que J n'est pas divisible par P factoriel, et donc que J est non nul. Maintenant, question 3, on va majorer J en majorant l'intégrale IK. Effectivement, on commence par majorer IK, on majore une intégrale, on utilise une égalité triangulaire pour majorer à l'intérieur de l'intégrale, et donc ça c'est assez naturel, c'est de trouver un majorant de cette fonction-là qui est continue sur un ensemble qui est borné, donc un segment de R. Donc on peut le noter sup de P, de valeur absolue de P. Donc on le sort de l'intégrale, et il va nous rester l'intégrale du coup en valeur absolue d'exponentielle T moins U, mais vu qu'une exponentielle c'est toujours positif, il va juste rester l'intégrale de 0, donc de exponentielle de K moins U. Donc là j'ai mis un T, mais en fait à chaque fois c'était un K. K moins U du, donc ça après on fait un petit calcul, ça fait exponentielle K moins 1. Et exponentielle K moins 1 c'est inférieur ou égal à exponentielle N si on a pris K entre 0 et N comme dit ici. Donc voilà, on a une première majoration. Et maintenant pour x dans 0n, p de x en valeur absolue, c'est ça par définition. Ce terme-là il est plus petit que n puissance p-1, ce terme-là que n, etc. n, et le tout à la puissance p, ça fait apparaître du coup n puissance p-1 fois n puissance n, le tout à la puissance p. Maintenant, en valeur absolue, on a que du coup, en valeur absolue, I de k, ça va être inférieur ou égal à exponentielle n fois n puissance p-1 fois n puissance n, le tout à la puissance p. Et donc après, il nous suffit juste de sommer. En valeur absolue, J, c'est inférieur ou égal, du coup, on réutilise une inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à la somme du coup des valeurs absolues de QK fois la valeur absolue de I de K. Et donc il va juste nous rester la valeur absolue de QK, et donc la somme. Après, la valeur absolue de I de K, on va utiliser ce résultat-là. Et donc, il va nous falloir poser, du coup, vu qu'on veut trouver quelque chose de la forme C puissance P pour le majorant, il va nous falloir poser A égale le max du coup des sommes de valeurs absolues de AK exponentielle n, donc le maximum de ces deux valeurs, pour obtenir que si on pose C égale A puissance n, A fois n à la puissance n, on va obtenir que J est inférieur ou égal à A puissance P fois n puissance n, le tout à la puissance P. Donc c'est inférieur ou égal à A puissance n, le tout à la puissance n, le tout à la puissance P. Donc au final, on a que en valeur absolue, J est inférieur ou égal à C puissance P, donc il existe bien un C tel que pour tout P dans N,
valeur absolue de j soit inférieure ou égale à c puissance p. Donc ça, on va aboutir à une contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a montré que si p premier est suffisamment grand, j factoriel est non nul et p moins 1 factoriel divise j. Donc ça montre quoi? Ça montre que j est supérieur ou égal à p moins 1 factoriel. Et donc ça donne que au final, c puissance p est inférieur ou égal à p moins 1 factoriel, puisqu'effectivement j est supérieur ou égal à p moins 1 factoriel, et j en valeur absolue inférieur ou égal à c puissance p. Donc c puissance p est inférieur ou égal à p moins 1 factoriel. Et là, effectivement, si on fait le quotient, on a c puissance p sur p moins 1 factoriel, et ça, si on fait tendre p vers l'infini, on a que ça tend vers 0, et donc à partir d'un certain rang, c'est inférieur ou égal à p moins 1 factoriel. Donc pour p suffisamment grand, on a c puissance p inférieur ou égal à p moins 1 factoriel, et d'autre part, c puissance p supérieur ou égal à p moins 1 factoriel. Donc on a une contradiction. Et donc au final, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on ne peut pas avoir Q de E égale 0, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister de polynôme à coefficient entier, et pas rationnel, attention, tel que P de E égale 0. Donc il nous reste à conclure la transcendance de E, parce qu'on a montré que E ne pouvait pas être racine d'un polynôme à coefficient dans N, ça c'est ce qu'on a montré, mais il faut montrer que ça ne peut pas être solution d'un polynôme à coefficient dans Z. Dans Q, pardon. Donc on suppose par l'absurde que E est algébrique sur Q, donc il existe un certain polynôme Q à coefficient rationnel tel que Q de E égale 0. Si on pose Q de X donc égale le produit du coup, si les coefficients les appelle PK sur QK, puisque c'est des rationnels, x puissance k, donc il nous suffit en fait de multiplier par le produit des QK, de sorte à nous ramener un polynôme à coefficient dans Z. Donc on va poser P égale produit des QK fois Q, et donc E est racine de P si et seulement si E est racine de Q, et donc on se ramène comme ça au résultat précédent. Donc on a bien construit un polynôme à coefficient constant dans Z tel que P de E égale 0, puisque Q de E égale 0 par hypothèse. Si A0 est non nul, donc si A0 sous-entendu le coefficient de plus petit degré de P, eh bien l'exercice montre qu'il y a contradiction et donc E est transcendant. Si A0 égale 0, on note P la multiplicité de 0 comme racine de P, on divise P par x puissance P et on recommence, puisque le polynôme qu'on a obtenu, il est tel que E est une racine de ce polynôme, et donc son coefficient de plus faible monome est non nul, et on aboutit de nouveau à une contradiction, et donc ça montre que E ne peut pas être transcendant. Voilà, c'est fini pour cet exo. Il est clairement difficile, clairement abstrait. Il y a plein d'astuces et j'ai restitué l'exercice tel qu'il était donné à XENS, mais en pratique, je pense qu'on vous donnerait pas mal d'indications parce qu'il y a pas mal de choses auxquelles on ne peut pas penser tout seul. Par exemple, regardez modulo P factoriel, qu'est-ce que ça donne pour montrer que J est non nul, c'est pas immédiat de procéder comme ça, mais voilà, en tout cas le résultat est quand même assez intéressant, transcendant si j'ose dire, en ce qu'il montre quand même une propriété assez puissante du nombre E, sans qu'on ait eu besoin trop de manipuler l'exponentielle, donc c'est quand même assez intéressant comme exo. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura permis de t'entraîner quand même, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths. Salut!